Kevin, ne bois pas ça. La voix de ma femme a tranché l'air comme une lame, interrompant ma conversation avec le parrain de mon frère. Je baissai les yeux. Dans ma main, je tenais une coupe de champagne doré qui pétillait doucement sous les lumières de la salle de réception de l'hôtel Grand Méridien. La cérémonie était terminée depuis un quart d'heure et tout le monde célébrait le mariage de mon petit frère, Daniel. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demandai-je, perplexe, en me tournant vers ma femme Amanda. Ses yeux bleus étaient fixés sur la coupe dans ma main, puis se sont rapidement déplacés vers Daniel, qui se trouvait à environ 3 mètres de là, discutant avec animation avec quelques invités. Mais quelque chose dans son attitude me semblait tendu. « Ce verre, » murmura Amanda en s'approchant. « J'ai vu Daniel parler au serveur qui te l'a apporté. Il t'a désigné spécifiquement et lui a donné des instructions très précises. Je m'appelle Kevin Richardson, j'ai 34 ans, je suis ingénieur civil, et je n'aurais jamais imaginé que je me demanderais si mon propre frère avait essayé de m'empoisonner le jour de mon mariage. J'ai grandi en croyant que la famille était sacrée. Daniel et moi avons toujours été proches, malgré nos 5 ans d'écart. J'étais le grand frère qui le protégeait à l'école, qui lui a appris à conduire, qui l'a aidé à trouver son premier emploi. Daniel a toujours été le rêveur de la famille, plein de projets pour ouvrir un restaurant chic. Mais l'expression sur le visage d'Amanda n'était pas celle de la paranoïa. C'était la même que lorsqu'elle détectait quelque chose d'anormal chez un patient grâce à son instinct d'infirmière. En 10 ans de mariage, j'ai appris à me fier à cet instinct. « Amanda, tu es sûre ?» murmurai-je, toujours le verre à la main. « Kevin, tu te souviens de ta grave allergie aux arachides ?» dit-elle à voix basse, mais avec urgence. « Tu te souviens de ce qui s'est passé à la fête de Noël de l'entreprise il y a 2 ans ? Comment pourrais-je oublier ? J'ai failli mourir cette nuit-là. Ma gorge s'est complètement refermée, ma tension artérielle a chuté et Amanda a dû me faire une injection d'épinéphrine avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins ont dit que quelques minutes de plus et mon cœur se serait arrêté. « Sens le champagne » murmura Amanda. Je rapprochai discrètement la coupe de mon nez. D'abord, l'arôme sucré et pétillant habituel. Mais en dessous, il y avait quelque chose d'huileux, familier. Cette odeur qui me rendait instantanément anxieux depuis l'incident. De l'huile d'arachide. Pendant un instant, le monde a semblé s'arrêter. Le bruit des conversations et des rires autour de nous s'est transformé en un murmure lointain. J'ai regardé à nouveau Daniel, qui riait maintenant aux éclats d'une blague, sa nouvelle épouse Jennifer à ses côtés. Mon petit frère. Le même garçon à qui j'ai appris à faire du vélo. Que j'avais aidé à faire ses devoirs pendant le lycée. Qui avait pleuré sur mon épaule lorsque notre mère était décédée 5 ans plus tôt. Pourquoi aurait-il fait ça ? Ai-je murmuré à Amanda. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Kevin, tu te souviens de la conversation que nous avons eue la semaine dernière au sujet du testament de ton père ? Je m'en souvenais parfaitement. Mon père était décédé 8 mois plus tôt, après 3 ans de lutte contre le cancer. Pendant cette période, j'avais quitté mon emploi pour m'occuper de lui à plein temps. Je l'emmenais chez le médecin 3 fois par semaine, je lui administrais ses médicaments, j'avais réorganisé ma vie pour être présente. Daniel n'était venu que 2 fois pendant toute cette période. Dans son testament, papa m'avait laissé 70% de ses biens, y compris la maison familiale et ses économies substantielles. Daniel avait reçu 30%, ce qui était encore une somme généreuse, suffisante pour agrandir son restaurant. Mais apparemment, cela n'était pas suffisant. Tu penses que cela a un rapport avec l'héritage ? Ai-je demandé, encore sous le choc. Kevin, selon la loi de l'État, s'il t'arrivait quelque chose, je n'hériterais que d'une petite partie en tant que ton épouse. Le reste. Amanda marqua une pause. Le reste irait à ton plus proche parent par le sang. Daniel. Tout à coup, tout s'expliquait. Les questions étranges qu'il m'avait posées au sujet de mon allergie pendant les préparatifs du mariage. Tu as toujours ton stylo d'adrénaline sur toi ? Amanda sait s'en servir en cas de besoin ? Son insistance pour que je goûte différents plats lors du dîner de répétition hier soir. La façon dont il semblait toujours savoir où j'étais pendant la cérémonie. Il a tout planifié dans les moindres détails, murmurai-je, la prise de conscience me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas un coup de tête. C'était complètement prémédité. Amanda acquiesça gravement. Et si je n'avais pas vu cette conversation avec le serveur ? Elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je serais mort dans les 15 minutes, dans la salle de réception du mariage de mon propre frère, entouré de parents qui penseraient qu'il s'agissait d'un tragique accident. Discrètement, je posai mon verre sur une table voisine, faisant semblant d'avoir fini de boire. Mon esprit d'ingénieur se mit à travailler à toute vitesse. Si Daniel était prêt à aller aussi loin, cela signifiait qu'il était désespéré.
Et les gens désespérés commettent des erreurs. Des erreurs qui peuvent être exploitées. J'ai regardé ma femme, qui m'observait avec inquiétude. Amanda, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Mais maintenant, je dois découvrir jusqu'où Daniel est prêt à aller. Que veux-tu dire? S'il a essayé une fois et échoué, il réessaiera. Et quand il réessaiera? Je me suis interrompu, sentant un froid calculateur s'installer dans ma poitrine. Je serai prêt. Alors qu'il souriait, pensant m'avoir coincé, je gardais une expression neutre. Il ne se rendait pas compte que j'avais déjà détecté les premiers signes. De petits détails que seul quelqu'un avec ma formation d'ingénieur pouvait remarquer. Et maintenant, alors qu'il m'observait avec une confiance excessive, je cataloguais mentalement chaque erreur qu'il commettait. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et de quête de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance se déroule d'une manière que Daniel n'aurait jamais imaginée. Ce que mon frère ne savait pas, c'est que deux personnes peuvent jouer à ce jeu dangereux. Et j'avais décidé que c'était à mon tour d'établir les règles. 20 minutes plus tard, Amanda et moi avons quitté discrètement la réception, prétextant que j'avais mal à la tête. Personne ne s'est posé de questions. Après tout, qui aurait pu soupçonner que le frère du fiancé venait de tenter de commettre un meurtre? Dans la voiture, tandis qu'Amanda conduisait dans les rues illuminées de Portland, j'ai commencé à reconstituer mentalement les derniers mois. Chaque conversation apparemment innocente avec Daniel prenait désormais un sens sinistre. Tu te souviens quand il m'a posé des questions sur mon assurance vie le mois dernier? Ai-je demandé à Amanda en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Pendant le dîner dans son restaurant. Amanda a acquiescé gravement. Il a dit qu'il s'inquiétait pour notre avenir financier. Exactement. Et la semaine suivante, il a proposé d'être mon bénéficiaire secondaire, au cas où quelque chose nous arriverait, à Amanda et moi, en même temps. Il a dit que c'était juste une précaution familiale sensée. Daniel a toujours été convaincant. Même quand nous étions enfants, il arrivait à convaincre nos parents que c'était moi qui avais cassé les assiettes. Il avait un talent naturel pour manipuler les situations à son avantage. Mais là, c'était différent. Calculé, froid, sans aucune trace du frère que je croyais connaître. « Kevin, il y a autre chose », a dit Amanda en s'arrêtant au feu rouge. « Tu te souviens quand Daniel a suggéré que nous modifions notre testament l'année dernière? Il avait parlé à un ami avocat au sujet de la planification successorale? Je m'en souvenais. À l'époque, cela m'avait semblé être une préoccupation légitime de la part d'un frère attentionné. Daniel avait insisté sur l'importance de mettre nos documents à jour, surtout après le décès de papa. Il avait même proposé de nous mettre en contact avec son avocat. On n'a pas contacté ce type, n'est-ce pas? Demandai-je. Non. Tu as dit que tu préférais passer par le cabinet de ton entreprise. Amanda m'a jeté un coup d'œil rapide. Bon choix, apparemment. Pendant que nous roulions, mon esprit continuait à tourner à toute vitesse. Daniel était devenu un expert dans l'art de poser des questions subtiles sur ma routine, mes projets, mon allergie. Combien de fois avait-il mentionné, en passant, mon état de santé dans des conversations familiales? Il m'étudiait, ai-je murmuré. Depuis des mois. Peut-être même des années. Amanda se gara dans l'allée et se tourna vers moi. Kevin, tu crois que Jennifer est au courant? La femme de Daniel. Une douce enseignante de 25 ans qui m'avait toujours semblé sincèrement attentionnée. Elle avait toujours montré un intérêt pour la construction de liens familiaux solides. Je ne sais pas, répondis-je. Elle est peut-être complice, ou simplement une autre victime. Mais quelque chose me dérangeait. Lors du dîner de répétition la veille, Jennifer avait insisté pour que je goûte un plat particulier que Daniel avait préparé spécialement. Sur le moment, cela m'avait semblé être une marque d'affection familiale. Amanda, tu te souviens du dîner d'hier? Quand Jennifer a dit que Daniel avait passé des heures à préparer cette sauce spéciale que je devais goûter. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. La sauce que tu as trouvée bizarre et que tu n'as pas finie. Exactement. J'avais pris une petite bouchée, critiqué son goût amer et discrètement repoussé mon assiette. Daniel avait semblé déçu, mais n'avait pas insisté. Première tentative, murmurai-je. Kevin, ça veut dire qu'ils ont planifié ça ensemble. Le mariage, le dîner d'hier. La double trahison était encore plus douloureuse. Non seulement mon frère, mais aussi la femme que j'avais commencé à considérer comme ma sœur. Combien de sourires hypocrites. Combien de démonstrations d'affection feinte pendant qu'il planifiait ma mort. Nous sommes entrés dans la maison en silence. Notre salon, qui m'apportait habituellement la paix, semblait désormais vulnérable. Daniel connaissait notre routine. Il savait qu'Amanda travaillait de nuit le mardi et le jeudi. Il savait que je travaillais tard le lundi et le mercredi.
Il savait qu'il y avait des clés de rechange sous le pot de fleurs. « Amanda, nous devons changer les serrures. » ai-je dit en vérifiant que la porte était bien fermée. « Tu penses qu'il essaierait d'entrer ici? Je ne sais pas de quoi il est capable. » C'était la vérité la plus effrayante. L'homme que je croyais connaître n'existait pas. À sa place, il y avait un étranger calculateur, prêt à commettre un fratricide pour de l'argent. Je m'assis sur le canapé, encore sous le choc de cette trahison. Daniel ne voulait pas seulement ma mort, il voulait que je meure en croyant qu'il m'aimait. Il voulait que mes derniers instants soient empreints de confiance familiale. Il y avait là une cruauté psychologique qui allait bien au-delà de la simple cupidité. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda Amanda en s'asseyant à côté de moi. Techniquement, nous n'avions pas suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles. Une odeur suspecte ne constituerait pas une preuve devant un tribunal. Daniel était trop intelligent pour laisser des traces évidentes. Mais il avait commis une erreur fondamentale. Il avait sous-estimé Amanda. Et il m'avait sous-estimé. « Nous allons faire exactement ce qu'il attend, » répondis-je, un plan commençant à se former dans mon esprit. « Nous allons agir comme si rien ne s'était passé. » Comment ça? Daniel s'attend à ce que je sois paranoïaque, effrayé, peut-être même qu'il s'attende à ce que je le confronte directement. Au lieu de cela, je vais continuer à être le frère naïf et confiant que j'ai toujours été. Je fis une pause, sentant une froideur calculatrice m'envahir. Pendant ce temps, je vais tout documenter. Chaque conversation, chaque suggestion affectueuse, chaque tentative future. Amanda m'a regardé avec inquiétude et admiration. « Kevin, c'est dangereux. Il va réessayer, » ai-je affirmé. La cupidité ne disparaît pas comme par magie. Et la prochaine fois, je serai prêt avec des caméras, des enregistrements, des témoins. Je vais lui donner assez de cordes pour se pendre. Je regardais la photo sur la table, Daniel et moi à Noël dernier, souriant sincèrement tandis que papa nous regardait. À l'époque, je croyais encore que nous formions une famille unie. Je réalisais maintenant que Daniel avait commencé à planifier ma mort pendant que je m'occupais de notre père mourant. Papa m'avait laissé 70% de son héritage parce qu'il reconnaissait mon dévouement. Daniel avait reçu moins parce qu'il avait été absent. Et maintenant, au lieu d'accepter les conséquences de ses choix, il avait décidé qu'il serait plus facile de m'éliminer. « Daniel a commis une erreur ce soir, » dis-je à Amanda. Il a montré son vrai visage trop tôt. S'il avait attendu, mieux planifié, il aurait peut-être réussi. Et maintenant? J'ai souri pour la première fois depuis que nous avions quitté l'hôtel. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de pure détermination. Maintenant, il va découvrir que deux personnes peuvent jouer au jeu de la manipulation. Et j'ai toujours été meilleur dans la planification de projets à long terme. Pendant qu'Amanda se préparait à dormir, je suis resté dans le bureau pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Daniel avait déclaré la guerre sans se rendre compte que j'étais un ennemi bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Il voyait en moi son frère prévisible, l'ingénieur méthodique qui suivait toujours les règles. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nature méthodique, appliquée à la vengeance, pouvait être d'une efficacité redoutable. Dans le tiroir, j'ai trouvé un cahier neuf. Sur la première page, j'ai écrit « Projet Daniel, documentation et stratégie ». Alors que je prenais mes premières notes sur les événements de la soirée, j'ai senti un calme étrange m'envahir. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle avait désormais un but. Daniel avait choisi de me transformer de frère en cible. À présent, j'allais le transformer de prédateur en proie. Le lundi suivant le mariage, Daniel m'a appelé à 7 heures du matin. « Kevin, tu es parti tôt de la fête samedi. Tout va bien ?» Jennifer s'inquiétait. Sa voix trahissait cette inquiétude fraternelle que je reconnaissais désormais comme étant complètement feinte. « Juste un mal de tête, » ai-je répondu en gardant un ton désinvolte. Il faisait trop chaud à l'hôtel. « Ah, quel dommage. Tu as raté le meilleur de la fête. Le champagne était incroyable, importé directement de France. » Une pause calculée. « J'espère que tu l'as au moins goûté. » Ma mâchoire se crispa. Il testait si j'avais bu le verre empoisonné. J'en ai bu un peu, oui. Très bon. Super. La satisfaction dans sa voix était presque palpable. Jennifer a préparé les restes de la fête. Que diriez-vous de venir dîner avec nous ce soir? Elle a pris soin de mettre de côté certains de vos plats préférés. Une nouvelle tentative. Il n'allait pas abandonner si facilement. Bien sûr, avec plaisir. Mentis-je doucement. À 10 heures du matin, Daniel se présenta à mon bureau sans prévenir. Cela ne s'était jamais produit en 5 ans que je travaillais dans cet immeuble. Il est entré avec un sac isotherme et un sourire qui ne correspondait pas à son regard froid.
J'ai pensé t'apporter un déjeuner spécial, a-t-il annoncé en posant le sac sur mon bureau. Jennifer a préparé ce sandwich au thon que tu adores, avec sa sauce spéciale. J'ai regardé le sac comme s'il s'agissait d'une bombe. C'est très gentil, Daniel. Mais j'ai déjà commandé un repas. Ne sois pas bête. Annule la commande. Son insistance avait un caractère étrange. Jennifer s'est levée tôt pour préparer ça spécialement pour toi. Sérieusement, j'ai déjà payé le livreur. Kevin. Sa voix s'était durcie. Jennifer sera vexée si tu ne manges pas. Elle est très sensible depuis le mariage, elle veut faire plaisir à la famille. La manipulation émotionnelle était si évidente que j'ai failli éclater de rire. Mais j'ai gardé un visage impassible. Bien sûr. Je vais manger tout de suite. Daniel s'est assis sur la chaise en face de mon bureau, attendant clairement de me voir manger. Ouvre vite, ça doit être délicieux. J'ouvris le sac et sortis un sandwich emballé dans du papier aluminium. L'odeur qui s'en dégageait était indubitable. Encore de l'huile d'arachide, masquée par des épices fortes. Ça a l'air bon, dis-je en le déballant lentement. Je vais le garder pour plus tard. Je dois d'abord finir quelques calculs. Non, non. Mange maintenant, tant que c'est frais. Daniel se pencha vers moi. J'attendrai. Je veux voir ta réaction à la sauce spéciale. À ce moment-là, tout devint clair. Daniel n'essayait pas seulement de me tuer, il voulait assister à ma mort. Il voulait voir ma réaction lorsque l'allergie commencerait à faire effet. Il y avait une cruauté sadique dans tout cela qui me donna la nausée. Tu sais quoi? Dis-je en remballant le sandwich. Je vais le ramener à la maison et le manger avec Amanda. Elle adorera y goûter aussi. L'expression de Daniel se durcit pendant une fraction de seconde. Kevin, mange ce fichu sandwich. Pourquoi tu insistes autant? Demandai-je en feignant la confusion. Ce n'est que de la nourriture. Daniel recula, réalisant qu'il s'était montré trop désespéré. Désolé. C'est juste que Jennifer sera contente de savoir que tu l'as aimée. Après son départ, j'appelai Amanda à l'hôpital. Il a apporté de la nourriture empoisonnée à mon travail. Ça grimpe rapidement. Kevin, c'est du harcèlement. On devrait peut-être aller voir la police. Avec quelle preuve? Un sandwich que je soupçonne de contenir des arachides? Soupirai-je. Ils diront que c'est de la paranoïa familiale post-héritage. À l'heure du déjeuner, je me rendis au laboratoire d'analyse chimique situé à 2 pâtés de maison de mon bureau. Le technicien, un ami de fac appelé Steve, accepta de tester le sandwich en toute discrétion. Huile d'arachide concentrée, confirma Steve 1 heure plus tard. Une quantité suffisante pour tuer quelqu'un qui souffre d'une allergie grave. Kevin, où as-tu trouvé ça? C'est une longue histoire. Tu peux documenter officiellement cette analyse? Bien sûr. Mais mec, si quelqu'un essaie de t'empoisonner. Je sais. Merci, Steve. Avec le rapport en main, je me suis rendu à la banque où mon père avait toujours eu son compte. La directrice, Madame Morrison, connaissait notre famille depuis 20 ans. Kevin, ravi de vous voir. Comment se passe l'héritage? En fait, je dois apporter quelques modifications au testament. J'aimerais ajouter certaines clauses spécifiques. Je lui ai expliqué que je voulais créer une clause de bénéficiaire conditionnel. Si quelque chose m'arrivait dans des circonstances suspectes ou non naturelles, tout l'héritage serait donné à une œuvre caritative et ne reviendrait pas à Daniel. C'est une précaution étrange, a commenté Madame Morrison. Y a-t-il un problème dans votre famille? Je veux simplement m'assurer que les dernières volontés de mon père seront respectées et non manipulées. Ce soir-là, lors du dîner chez Daniel et Jennifer, j'ai observé chacun de leurs mouvements. La table était élégamment dressée, des bougies allumées, une ambiance qui se voulait chaleureuse mais qui ressemblait plutôt à un décor de scène. Goûtez cette nouvelle sauce, a insisté Jennifer en servant une généreuse portion dans mon assiette. C'est une recette secrète de famille. L'odeur familière des cacahuètes était masquée par des épices méditerranéennes. Amanda et moi avons échangé des regards discrets. C'est délicieux, ai-je menti en remuant la nourriture dans mon assiette sans la porter à ma bouche. Quel est l'ingrédient secret? Oh, je ne peux pas te le dire, a répondu Jennifer en riant, mais ses yeux étaient rivés sur mon assiette. C'est un secret de famille. Daniel se pencha vers moi. Mange, Kevin. Ça refroidit. Pendant 2 heures, j'ai maintenu la comédie. J'ai fait semblant de manger tout en cachant de la nourriture dans ma serviette. J'ai complimenté les saveurs. J'ai ri à leurs blagues. J'ai joué le rôle du frère confiant dont ils avaient besoin. Quand nous sommes sortis, Amanda tremblait. Ils observaient chaque bouchée.
Comme s'ils attendaient que tu m'effondrais là, devant eux. Ai-je terminé? C'est exactement ce qu'ils veulent. Ce soir-là, assis dans mon bureau à la maison, j'ai regardé le dossier que j'étais en train de constituer. Rapport de laboratoire, enregistrement discret des conversations, copie des modifications apportées au testament. C'était le début de quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Daniel avait tenté de me tuer 3 fois en 4 jours. Le jeudi allait arriver avec une 4e tentative, puis une 5e. Il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas réussi. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Arrêter de me défendre et passer à l'attaque. Daniel voulait jouer à un jeu de vie ou de mort. Parfait. Mais il y avait une différence cruciale entre nous. Il essayait de commettre un crime, tandis que j'allais construire sa destruction en restant dans la légalité. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que j'avais noté quelques jours auparavant. Bonjour, bureau du procureur. Je voudrais prendre rendez-vous pour une réunion confidentielle au sujet de tentative de meurtre. Pendant que j'attendais, j'ai regardé par la fenêtre. Daniel s'était garé de l'autre côté de la rue et m'observait à travers des jumelles. Je lui ai souri et lui ai fait signe, faisant semblant de ne pas remarquer qu'il me surveillait. Ne t'inquiète pas, petit frère. Bientôt, tu auras bien d'autres choses à te soucier que ma routine. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment Kevin a transformé les tentatives d'assassinat dont il a été victime en un piège parfait pour son propre frère. Daniel était sur le point de découvrir que sous-estimer un ingénieur méticuleux serait la plus grande erreur de sa vie. Le vendredi suivant, j'ai reçu un appel inattendu du procureur adjoint, James Carter. Monsieur Richardson, nous avons examiné les documents que vous nous avez envoyés. Vous devez venir au bureau aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle formelle du centre-ville de Portland, entouré de 3 procureurs et d'un détective privé. Sur la table se trouvaient des copies des rapports de laboratoire, des transcriptions des enregistrements que j'avais discrètement réalisés et des photos de Daniel m'observant de loin. C'est considérable, a déclaré Carter en feuilletant les documents. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour établir une accusation solide. Les tentatives d'empoisonnement sont difficiles à prouver sans flagrant délit ou aveu. Que suggérez-vous? Ai-je demandé. L'enquêteur, un homme d'une 50aine d'années appelé détective Maurice, se pencha vers moi. Une coopération contrôlée. Vous continuerez à vivre normalement, mais avec du matériel d'enregistrement professionnel. Nous avons besoin qu'il admette explicitement ses intentions. Cette idée me fit frissonner. Cela signifiait d'autres rencontres avec Daniel, d'autres occasions pour lui d'essayer de me tuer, d'autres fois où je devrais faire semblant de ne rien savoir. Combien de temps? Demandai-je. 2 semaines, maximum. Si nous obtenons une confession claire sur audio ou vidéo, nous aurons un dossier en béton. J'ai accepté, évidemment. Mais en retournant à ma voiture, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si je devais jouer le rôle du frère naïf pendant encore quelques semaines, pourquoi ne pas rendre les choses intéressantes? Cet après-midi-là, j'ai appelé Daniel. Salut, mon frère. Amanda et moi, on pensait partir en week-end dans la maison de plage que papa nous a laissée. Vous voulez venir? Ce serait comme au bon vieux temps. Vraiment. L'excitation dans sa voix était palpable. Une maison isolée, loin de tout témoin, avec un accès facile à la cuisine et de multiples possibilités des accidents. Pour lui, c'était le scénario parfait. Bien sûr. On pourra pêcher, faire des barbecues, se détendre. Jennifer adorerait. Parfait. C'est pour le week-end prochain? Après avoir raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Daniel pensait que je lui offrais le scénario idéal pour son propre meurtre. Mais en réalité, je créais un environnement contrôlé où il se sentirait suffisamment à l'aise pour se dévoiler complètement. Au cours de la semaine suivante, le détective Maurice m'a appris à utiliser du matériel de surveillance discret. Des micro-enregistreurs cousus dans les vêtements, une minuscule caméra dissimulée dans un bouton et un émetteur GPS qui permettrait à l'équipe de soutien de me localiser à tout moment. Souviens-toi, a insisté Maurice lors de notre dernière rencontre avant le voyage. N'essaie pas de jouer les héros. Ton travail consiste à obtenir des aveux, pas à le confronter directement. Laisse-le parler, se vanter, expliquer ses plans. Les hommes arrogants adorent expliquer à quel point ils sont intelligents. Le jeudi précédent le voyage, Daniel est réapparu dans mon bureau. Cette fois, il avait apporté un smoothie. Jennifer l'a fait spécialement pour vous, dit-il en posant le verre sur mon bureau. Elle a découvert une nouvelle recette avec des fruits bio. Elle a dit que vous aviez besoin de plus de vitamines. Le smoothie avait une couleur suspecte, beaucoup trop foncée pour des fruits normaux. Lorsque je le sentis discrètement, je détectai à nouveau cette odeur huileuse familière.
C'est gentil, ai-je dit en soulevant le verre comme pour le boire. Daniel, je peux te demander quelque chose. Bien sûr. Tu penses vraiment que Jennifer et moi serons toujours proches? Comme une famille? Il a marqué une pause, une expression étrange traversant son visage. Pourquoi tu me demandes ça? Simple curiosité. J'ai parfois l'impression qu'elle me voit comme un obstacle à votre bonheur. Comme si j'étais un fardeau pour la famille. Daniel rit, mais son rire était nerveux. Kevin, tu es paranoïaque. Jennifer t'adore. Nous t'adorons tous les deux. Tu en es sûr? Parce que j'ai parfois l'impression que votre vie serait plus simple si je n'étais pas là. Quelle absurdité! Sa voix était devenue un peu plus tendue. Nous sommes frères. Du même sang. Et s'il m'arrivait quelque chose, tu t'occuperais d'Amanda? La question sembla le prendre au dépourvu. Il ne t'arrivera rien, Kevin. Mais si ça arrivait, hypothétiquement, tu te sentirais coupable? Daniel resta silencieux pendant un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était plus froide. Kevin, pourquoi tu me poses ces questions bizarres? Je réfléchis à la mort, tu vois? Depuis que papa est mort, je me demande ce qui compte vraiment. La famille, l'argent, l'héritage. L'argent ne fait pas tout, dit-il rapidement. Très rapidement. Non, mais ça facilite les choses, non? Je suppose que l'héritage que tu as reçu de papa t'a beaucoup aidé pour tes projets de restaurant. Ça m'a aidé. Il commença à tripoter nerveusement ses clés. Mais je méritais plus. Comment ça? Daniel me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de la conversation. Tu veux vraiment savoir? Bien sûr. J'ai passé des années à planifier l'expansion de l'entreprise. Mais 30%, ce n'est pas suffisant pour mes projets. Surtout quand tu as obtenu 70% simplement parce que tu as passé plus de temps avec le vieux quand il était mourant. L'amertume dans sa voix était indéniable. C'était exactement le genre de confession que le détective Maurice voulait entendre, et j'enregistrais tout. Tu trouves ça injuste? Demandai-je gentiment. Injuste. Daniel rit, mais son rire était dénué d'humour. Kevin, tu n'as aucune idée de ce qu'est l'injustice. Si vous suivez cette histoire intense de trahison familiale et de vengeance, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment Kevin a utilisé les propres aveux de Daniel contre lui dans le piège final. Il s'est levé brusquement. À ce week-end. Et Kevin, bois ton smoothie. Jennifer sera vexée si tu ne le bois pas. Après son départ, j'ai versé le smoothie dans le pot de la plante. Pauvre plante. 2 heures plus tard, ses feuilles ont commencé à jaunir. Ce soir-là, j'ai revu les enregistrements avec le détective Maurice. Excellent travail, a-t-il dit. Nous avons la preuve d'une intention malveillante, d'une préméditation et d'un mobile financier. Avec quelques aveux supplémentaires comme cela. Il va se dévoiler complètement ce week-end, les jeux interrompus. Il sera isolé, il se sentira en contrôle, il aura de multiples occasions de réessayer. Il baissera sa garde. Maurice acquiesça. Nous surveillerons de loin. Au moindre signe de danger réel, notre équipe interviendra immédiatement. Alors que je me préparais à aller me coucher, je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Daniel était de nouveau là, observant notre maison depuis l'intérieur de sa voiture. Cette fois, je ne fis pas semblant de ne pas le voir. Je lui fis un signe amical de la main. Il me répondit, pensant probablement qu'il m'avait complètement convaincu de son innocence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais transformé sa surveillance constante en preuve supplémentaire de harcèlement et de préméditation. Chaque fois qu'il m'observait, il créait davantage de matière pour sa propre condamnation. Daniel avait passé des mois à m'étudier, à apprendre mes habitudes, à planifier ma mort. C'était maintenant à mon tour de l'étudier, et je découvrais que sous son apparence affectueuse se cachait un homme désespéré, cupide et dangereusement instable. Le week-end à la maison de plage serait sa dernière chance d'obtenir ce qu'il voulait. Mais ce serait aussi sa perte définitive. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai dormi profondément. Non pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que j'avais enfin un plan qui garantirait que Daniel paierait pour tout ce qu'il avait fait. Samedi matin, 8 heures. Amanda et moi sommes arrivés à la maison de plage avant Daniel et Jennifer. La propriété était isolée dans une petite crique à 40 minutes de Portland. Exactement le cadre que Daniel trouvait parfait pour un « accident mortel ». Pendant qu'Amanda rangeait nos affaires, j'ai discrètement testé le matériel d'enregistrement. Le détective Maurice a confirmé par radio que l'équipe de soutien était en place à 500 mètres, suffisamment près pour intervenir rapidement. À 10 heures, j'ai entendu la voiture de Daniel remonter le chemin de gravier. Par la fenêtre,
Je l'ai vu sortir du véhicule avec Jennifer, chargé de sacs de course et d'une glacière suspecte. « Kevin !» a crié Daniel joyeusement en nous faisant signe, comme si c'était un week-end en famille tout à fait normal. Quelle vue incroyable! Ça fait des années que je ne suis pas venu ici. Jennifer semblait nerveuse, évitant tout contact visuel direct. Ses mains tremblaient légèrement, signe évident qu'elle savait exactement ce qui était prévu pour ce week-end. Nous avons apporté des plats spéciaux, annonça Jennifer en forçant un sourire. J'ai préparé cette sauce que tu as tant aimée lors du dîner de répétition. La même sauce chargée d'huile d'arachide. Elle en avait apporté une version encore plus concentrée. Pendant la première heure, nous avons discuté de la vue, de nos projets de pêche, de nos souvenirs d'enfance. Mais je sentais la tension monter. Daniel regardait constamment sa montre, comme s'il suivait un horaire précis. À 2 heures de l'après-midi, Daniel m'a suivi sur la terrasse avec 2 bières fraîches. C'était le moment que j'attendais, loin des témoins, juste nous deux, mes frères, en train de discuter. « Kevin » a-t-il commencé d'une voix grave. « Je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si quelque chose t'arrivait? Comme un accident ?» Enfin, la conversation que le détective Maurice voulait enregistrer. « C'est quoi cette question bizarre, Daniel ?» « Ce n'est pas bizarre. C'est pratique. » Il but une gorgée de bière. « Tu n'as pas d'enfant. Amanda est plus jeune, elle va se remarier. Mais l'héritage, tout l'héritage de papa. Qu'est-ce que l'héritage a à voir là-dedans ?» Daniel se tourna vers moi pour me regarder droit dans les yeux. « Tu penses vraiment que tu méritais 70%? C'est papa qui a pris cette décision, Daniel. Papa était sénile à la fin. Manipulé par toi. » Sa voix devint plus rauque. « Tu t'es accroché à lui uniquement pour obtenir plus d'argent. Je me suis occupé de lui parce que je l'aimais. » Mensonge. Daniel frappa violemment la table avec sa bière. « Tu as tout calculé. Tu savais que si tu passais plus de temps avec lui, tu recevrais plus d'argent. » C'était exactement le genre de confession dont nous avions besoin. Je gardai une voix calme. « Daniel, tu es ridicule. Ridicule. » Il rit amèrement. « Kevin, tu n'as aucune idée de ce qu'est le ridicule. Le ridicule, c'est d'avoir un frère qui vole son héritage légitime. Alors, que suggères-tu? Que je te donne ma part? » Daniel marqua une pause, étudiant mon visage. « Ce ne serait pas nécessaire, si tu n'étais plus là pour la réclamer. » Silence. Les vagues se brisaient sur la plage en contrebas, seul bruit audible tandis que j'essayais de comprendre ses paroles. Il n'y avait plus aucune ambiguïté. « Daniel, dis-je lentement, tu suggères que je meure? Je suggère que les accidents arrivent. » Son regard était froid, calculateur. Surtout pour les personnes souffrant d'allergies graves et qui ne font pas attention à ce qu'elles mangent. À ce moment-là, j'ai compris que je ne parlais pas à mon petit frère. J'étais face à un étranger qui avait méticuleusement planifié ma mort. « Kevin !» a crié Jennifer depuis la cuisine. « Ton goûter est prêt. » Daniel a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Jennifer t'a préparé quelque chose de très spécial. » Quand je suis entré dans la cuisine, il y avait un plateau élaboré sur le comptoir, un sandwich gastronomique et un smoothie épais d'une couleur suspecte. L'odeur d'huile d'amande était si forte que j'ai dû me retenir pour ne pas m'étouffer. « Goûte d'abord le smoothie », a insisté Jennifer. « C'est une nouvelle recette avec des noix spéciales. » J'ai pris le verre, faisant semblant d'apprécier l'arôme. « Jennifer, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. Pourquoi Daniel et toi voulez-vous tellement me voir mort? » Le silence qui suivit fut absolu. Jennifer laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. Daniel resta immobile comme une statue. « Kevin, » dit Daniel lentement. « De quoi parles-tu? » « Je parle d'huile d'arachide. Je parle de 3 tentatives de meurtre au cours des 10 derniers jours. » Jennifer se mit à trembler visiblement. « Kevin, tu es fou. C'est fou de croire que je n'aurais pas remarqué l'odeur d'arachide dans tous les plats que vous avez préparés. » Je posai le verre sur le comptoir. C'est fou de penser que personne n'aurait remarqué le schéma. Daniel fit un pas vers moi, son expression devenant beaucoup plus dangereuse. « Kevin, tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. » « Si, j'en ai une. Et je ne suis pas seul. » C'est alors que le détective Maurice entra par la porte arrière, son badge à la main, suivi de 2 agents en uniforme. « Daniel Richardson et Jennifer Richardson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Les 10 minutes qui suivirent furent un chaos contrôlé. Daniel tenta de s'enfuir,
mais il fut retenu avant d'atteindre la porte. Jennifer s'effondra émotionnellement, avouant tout entre deux sanglots. Les plans, les tentatives précédentes, et même comment ils avaient testé les doses sur des plantes pour s'assurer de leur efficacité. Alors qu'ils étaient menottés, Daniel me jeta un dernier regard à travers la vitre du véhicule de police. « Tu as toujours été le fils préféré », a-t-il crié. « Tu as toujours tout eu. Tu ne méritais rien. » J'ai regardé les voitures disparaître sur la route, emmenant mon petit frère dans une prison où il passerait au moins 20 ans de sa vie. Le détective Maurice a confirmé que les enregistrements étaient parfaits. Des aveux clairs, des preuves matérielles substantielles. Le procureur n'aurait aucun mal à obtenir des condamnations. Mais pendant que nous rentrions à la maison, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus profond. Daniel n'avait pas essayé de me tuer uniquement pour l'argent. Il l'avait fait parce que, dans son esprit dérangé, je représentais tout ce qu'il trouvait injuste dans sa propre vie. La véritable tragédie n'était pas qu'il ait tenté de m'assassiner. C'était qu'en agissant ainsi, il avait détruit toute possibilité de rédemption ou de réconciliation familiale. Et maintenant, il allait payer le prix de ce choix pour le reste de sa vie. Si vous suivez cette histoire intense de trahison familiale et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment les conséquences finales se sont déroulées et comment Kevin a reconstruit sa vie après avoir découvert que sa propre famille avait tenté de le détruire. Car cette histoire n'était pas encore terminée. En fait, la partie la plus satisfaisante ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, assis dans la galerie du tribunal de Portland, j'ai regardé Daniel être escorté en uniforme orange pour entendre sa sentence. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, feuilletait les documents tandis que le procureur Carter résumait les événements. Tentative de meurtre avec préméditation, harcèlement criminel, complot en vue de commettre un meurtre. La voix de la juge résonna dans la salle silencieuse. « Monsieur Richardson, vos actes constituent l'une des trahisons familiales les plus calculées que j'ai jamais vues dans cette salle d'audience. » Daniel gardait les yeux fixés au sol. Jennifer, assise à côté de son avocat, pleurait en silence. Elle avait accepté un accord de coopération, révélant tous les détails du plan en échange d'une réduction de peine. 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Le marteau frappa la table avec détermination. Daniel se retourna enfin, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois depuis son arrestation. Il n'y avait plus de colère, seulement une résignation vide. Il avait tout perdu, sa liberté, sa femme, son avenir et l'héritage qu'il avait tant convoité. Jennifer a été condamnée à 8 ans, mais elle serait éligible à la libération conditionnelle après 4 ans. Au cours du procès, il est apparu clairement qu'elle avait été manipulée par Daniel, même si elle avait activement participé aux tentatives d'empoisonnement. En sortant du tribunal, j'ai trouvé Amanda qui m'attendait dans la voiture. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé en me tenant la main. « Soulagé » ai-je répondu honnêtement. « C'est enfin fini. » Mais la véritable transformation avait commencé quelques semaines avant le verdict. J'ai décidé d'utiliser la totalité de l'héritage de mon père, y compris les 30% que Daniel avait perdus à cause de ses crimes, pour créer une fondation de recherche sur les allergies alimentaires. Quelque chose de constructif naît de quelque chose d'aussi destructeur. Le détective Maurice m'a appelé la semaine suivante. « Kevin, vous devez savoir que nous avons trouvé d'autres preuves dans leur appartement. Ils avaient recherché d'autres méthodes pour commettre le meurtre au cas où l'huile d'amande n'aurait pas fonctionné. » La froideur de cette information m'a frappé quelques jours plus tard. Daniel ne voulait pas seulement me tuer, il avait élaboré un plan systématique avec plusieurs plans de secours. Si Amanda n'avait pas remarqué cette première tentative lors du mariage, je serais probablement mort aujourd'hui. Quelques mois plus tard, nous avons reçu une lettre inattendue. Elle était de la mère de Jennifer, qui s'excusait pour ce que sa fille avait fait. Elle a toujours été facilement influençable, écrivait-elle. Mais cela n'excuse pas ses actes. J'espère que vous trouverez la paix. Amanda et moi avons déménagé à Seattle, où j'ai trouvé un poste dans une entreprise d'ingénierie environnementale. Le changement physique nous a aidés à surmonter émotionnellement tout ce qui s'était passé. Loin de Portland, nous avons réussi à reconstruire notre sentiment de sécurité. La fondation de recherche que j'ai créée en mémoire de mon père a déjà financé 2 études importantes sur les traitements des allergies graves. Ironiquement, l'argent que Daniel avait tenté de voler en me faisant assassiner sauvait désormais la vie de personnes atteintes de maladies similaires à la mienne. 1 an après le procès, j'ai croisé par hasard l'ancienne professeure de lycée de Daniel dans un café à Seattle. J'ai toujours pensé qu'il avait du potentiel, m'a-t-elle dit tristement lorsque je lui ai raconté notre histoire. Mais il y avait quelque chose en lui, une jalousie qu'il n'arrivait jamais à contrôler. Elle avait raison. Daniel a toujours eu du mal à accepter que d'autres puissent réussir sans que cela diminue son succès.
L'héritage n'a été que le catalyseur final d'un état d'esprit toxique qu'il avait cultivé pendant des décennies. Le plus difficile n'a pas été de pardonner à Daniel, mais d'accepter que le frère que je croyais connaître n'avait jamais vraiment existé. Le garçon qui pleurait sur mon épaule quand maman est morte, qui me demandait des conseils sur les filles, qui rêvait d'ouvrir un restaurant. Tout cela était sincère, mais cela coexistait avec une noirceur que je n'avais jamais remarquée. Amanda et moi avons commencé une thérapie de couple pour surmonter le traumatisme d'avoir failli nous perdre l'un l'autre d'une manière aussi calculée. C'est elle qui m'a aidé à comprendre que ma culpabilité de survivant était normale, mais que je n'étais pas responsable des choix de Daniel. Au cours d'une séance particulièrement émouvante, notre thérapeute a posé une question qui a changé ma perspective. « Kevin, si vous pouviez remonter le temps et changer quelque chose, le feriez-vous » Ma réponse immédiate a été oui. Je sauverais ma relation avec mon frère, je détecterais peut-être les signes plus tôt. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ces événements m'avaient rendu plus fort, plus conscient, plus reconnaissant de la vie que j'avais. Non, ai-je finalement répondu. Je ne changerai rien. 2 ans après le procès, nous avons officiellement inauguré le Richardson Center for Food Allergy Research à l'Université de Washington. Dans mon discours d'inauguration, j'ai mentionné que cette recherche était née d'une tragédie familiale, mais que nous avions choisi de transformer notre douleur en motivation. Dans l'assistance, j'ai vu plusieurs familles qui avaient perdu des êtres chers à la suite de réactions allergiques mortelles. Une mère s'est approchée après l'événement, les larmes aux yeux. « Mon fils est mort à l'âge de 7 ans d'une réaction à l'arachide », m'a-t-elle dit. Savoir que quelque chose de positif peut sortir de cette douleur, ça signifie tout pour moi. À ce moment-là, j'ai compris que la véritable vengeance contre Daniel n'était pas de le voir en prison. C'était d'utiliser sa cupidité comme carburant pour créer quelque chose qui sauverait des vies pendant des générations. Il a essayé de me faire disparaître pour de l'argent. En réponse, j'ai utilisé cet argent pour rendre le monde meilleur. Amanda a également trouvé un sens à sa vie. Elle a quitté l'hôpital pour diriger les programmes éducatifs de la Fondation, où elle apprend aux gens à reconnaître les signes d'une réaction allergique grave. Ses compétences d'infirmière m'ont sauvé la vie lors de ce mariage, et elle sauve désormais d'autres vies chaque jour. Parfois, je pense encore à Daniel en prison. Je me demande s'il comprend l'ironie de la situation, que sa tentative de me tuer a créé un héritage plus puissant que tout l'argent du monde ne pourrait acheter, que sa trahison a renforcé mon mariage au lieu de me rendre vulnérable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire de trahison familiale et de transformation personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twist et Revenge. Nous avons des centaines d'histoires vraies de personnes qui ont transformé des injustices en triomphe, des trahisons en force et la douleur en détermination. La dernière fois que j'ai entendu parler de Daniel, il travaillait dans la cuisine de la prison. Ironique pour quelqu'un qui rêvait d'être chef. Et moi? Eh bien, je suis dans mon bureau avec vue sur le laboratoire où des chercheurs financés par notre fondation travaillent sur des traitements qui pourraient éliminer les allergies alimentaires pour toujours. Daniel voulait mon héritage. Au lieu de cela, il m'a donné quelque chose de bien plus précieux. La compréhension que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté. Et que parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si significatif que la trahison elle-même devient insignifiante. La Fondation a déjà sauvé 17 vies documentées. Daniel voulait prendre une vie pour de l'argent. Notre travail continue de créer l'exact opposé de son intention initiale, et c'est la vengeance la plus douce qui soit.